Bien, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là. D'ailleurs, non seulement aujourd'hui, mais toute la semaine, malgré quand même un certain froid, vous avez été héroïques. Et c'est très précieux, cette présence et cette fidélité. Hier, j'ai croisé d'ailleurs à ce propos Michel Lusso, vous l'avez vu, qui a animé une table ronde co-animée avec Macha Seri. Et Michel Lusso est géographe. Et il m'a dit, t'as de la chance, demain il va faire très très beau, on vraiment mourra de chaud, subsistance. Comme quoi, il ne faut jamais croire les géographes sur la météo. Moi, je les fais confiance, parce que comme un géographe, il vous dit qu'il va faire beau, vous lui faites confiance. En tout cas, merci beaucoup d'être là, j'espère que vous n'avez pas froid. Merci à Jacques Rancière, on va lui donner la parole dans quelques instants, mais auparavant, selon notre beau rituel, nous allons appeler Jimmy Marais, c'est un acteur dont le nom ne s'oublie pas, Jimmy Marais, qui va vous lire à son tour un mot du lexique nomade, qui paraîtra donc et paru aux éditions Bourgois, un mot dont je ne vous donnerai pas... je ne vous révélerai pas lequel, un mot qui est signé Jon Kalman Stefansson. Jimmy Marais, c'est à vous. On vous applaudit. Les anciens livres nordiques affirment qu'il neige en enfer comme au paradis. Et j'ai toujours eu tendance à croire que c'est effectivement le cas, que la neige a autant sa place au sein de la laideur qu'au sein de la bonté. Elle est pétrie d'antithèses, grande beauté et infinie cruauté. Ce qui peut également s'appliquer à la nature islandaise et à la vie elle-même, tout autant qu'à l'être humain. La neige a tué les Islandais par la violence et le froid dont elle est porteuse, mais elle les a aussi sauvés, autrefois, lorsque, s'accumulant sur les habitations frustes et primitives, elle les couvrait d'un manteau qui les protégeait des frimaces et de la bise mordante. Quand il neige, l'air s'assombrit. Les flocons amènent avec eux une obscurité au sein de laquelle on se perd facilement. Un grand nombre d'Islandais sont morts gelés après s'être égarés dans de telles tempêtes. Mais dès que le temps se lève, la neige apporte de la lumière. Il peut alors faire étonnamment clair, même en plein hiver. Au plus profond du mois de décembre, lorsque les jours en Islande sont aussi courts qu'une brève quinte de toux, et que les ténèbres sont si compactes qu'on pourrait y graver ses initiales, les ténèbres invincibles. Mais lorsque la terre est couverte d'un manteau blanc, que le ciel est clair et étoilé, ou que mieux encore, on y voit la lune, la neige se met à luire, et le monde entier devient si beau et si lumineux qu'on pourrait se croire au paradis. La neige, c'est que tant d'histoires habitent ce mot-là. Merci. Merci Jimmy Marais, donc merci beaucoup. Alors, Jacques Rancière, je me tourne vers vous maintenant. Merci beaucoup d'être présent avec nous aujourd'hui. Vous venez donc vous inscrire, et c'est vraiment bien, je crois que c'était le bon moment, dans un cycle de réflexion qu'on a inauguré il y a quelques années, ici, à l'occasion des Assises internationales du roman, un cycle consacré aux relations solidaires, intimes, de compagnonnage, et parfois relations un peu tumultueuses, entre littérature et philosophie, entre le style et le savoir, entre la prose et la pensée. Et je crois que, je le disais, c'est important il fallait que vous soyez présent dans ce cycle, parce que non seulement parce que vous êtes une figure intellectuelle de premier plan en France et bien au-delà, vos travaux sont lus et commentés aux quatre coins du monde. Vous revenez là il y a quelques jours de Chine, vous avez fait plusieurs conférences consacrées notamment à l'esthétique et aussi à la démocratie, on y revient. Non seulement parce que donc vous avez une place très importante sur cette scène intellectuelle, mais aussi parce que depuis l'origine, depuis le début de votre itinéraire intellectuel, eh bien, depuis la nuit des prolétaires, l'un de vos premiers livres sur l'émancipation ouvrière, jusqu'à Politique de la littérature, en passant par La chair des mots, pour citer que ces titres-là, eh bien, la littérature est toujours présente à l'horizon de votre réflexion, et d'une réflexion qui, il faut le dire, est très largement consacrée à essayer de bâtir une philosophie de l'émancipation, une philosophie d'un monde plus juste, où il y aurait un monde commun, un monde où on partagerait davantage de choses, de sensibilité, de vie. Donc à l'horizon d'une littérature que vous envisagez toujours non seulement comme une forme d'expression, mais tout de suite comme une forme de pensée. Et avant de
d'en venir justement à des choses un peu conceptuelles ou théoriques. Je voulais vous poser une question personnelle. Vous savez, sur cette scène, dans ce cycle dont je parlais tout à l'heure, se sont succédés, alors je ne sais pas exactement l'ordre, mais Peter Sloterdijk, Alain Finkielkraut, Jean-Claude Milner, et aussi Alain Badiou, que vous connaissez bien, avec qui vous entretenez des relations amicales, en même temps compliquées d'un point de vue théorique. Et Alain Badiou nous a confié ici même que pour lui, pour sa génération, la figure de l'intellectuel, c'était celle de Sartre et c'était celle de l'écrivain philosophe et peut-être d'abord même de l'écrivain. Et il nous a dit, moi je suis devenu philosophe, un philosophe quand même très reconnu, mais d'abord à l'origine, je voulais être écrivain. Alors vous, c'est une question plus personnelle que je voulais poser d'entrée de jeu. Est-ce que vous vous considérez comme un écrivain d'idées, quelqu'un qui produit de la littérature d'idées? Est-ce que vous avez rêvé d'être écrivain? Est-ce que vous vous considérez comme écrivain finalement aujourd'hui? Bref, Jacques Rancière, êtes-vous un écrivain? Oui, probablement, mais bon, disons, j'ai jamais eu l'idée d'être un écrivain pour faire passer des idées. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, la figure de Sartre dominait notre époque, mais en même temps, c'était la fin, malgré tout. Bon, c'est vrai que Alain Badiou a continué cette tradition, c'est-à-dire qu'il fait des romans, il écrit des pièces pour faire passer des idées. Moi, ça n'a jamais été mon ambition ou mon intérêt. Si on peut dire que je fais de la littérature, c'est pas parce que la littérature serait une forme d'expression propre à transmettre quelque chose, c'est parce que, là, au fond, j'en fais un peu comme malgré moi. Je veux dire que j'étais censé être un philosophe, je me suis intéressé à des choses, bon, l'émancipation ouvrière, qui en principe sont le domaine des historiens, et bon, pour arriver finalement à produire quelque chose entre les deux, et pour arriver à faire bouger et le discours du philosophe et le discours de l'historien sur mon objet, bon, j'ai dû travailler, c'est-à-dire que j'ai dû véritablement, à partir de ces textes d'archives, d'un texte sur les ouvriers que j'ai pendant 10 ans consulté, construire véritablement, font comme une forme de penser par l'écriture. Si vous pouviez prévenir un peu avant, quand vous allez vous arrêter comme ça, c'est trop brutal pour moi. Là. Enfin, en même temps, toute la table ronde d'avant a mis en scène un silence. Il n'y a pas de raison qu'on n'en profite pas, nous aussi, de ces 3 petits points de Véronésie et autres. Juste pour continuer là-dessus, sur la génération et la question du philosophe écrivain, dans cette génération, et ceux qui ont défilé sur cette scène lui appartiennent tous plus ou moins, il y a quand même un rapport spécifique aussi au style, c'est-à-dire qu'à la fois il y a un rapport très théorique à la littérature, et en même temps il y a toujours le souci du beau style, même quand il n'est pas revendiqué, de la frappe stylistique, de la frappe formelle, qui vient aussi on y reviendra tout à l'heure, d'un rapport à la politique. Mais il y a chez vous quand même, par rapport à d'autres philosophes je ne vais pas citer leur nom, enfin un souci du beau style, du bien dire, de la belle langue, avec ce côté sartrien que effectivement les paroles sont des bombes et que les mots sont des pistolets chargés, et qu'il faut faire très attention aux mots qu'on utilise, et que le rythme de la prose compte aussi dans la pensée en tant que telle. Oui, bon, le problème c'est pas de bien écrire, c'est pas de faire du beau style. Le problème c'est plutôt que le style c'est de la pensée. Et bon, malgré tout c'est pas quelque chose qui est nouveau. Bon, c'est quelque chose qui en gros a commencé avec le 19e siècle, a commencé avec Flaubert. Sa fameuse phrase que le style est une manière absolue de voir. C'est-à-dire qu'avant, on considérait le style comme une sorte, au fond, d'appropriation. On faisait parler un prince, ou bien un berger, ou bien un bourgeois, ou bien un ouvrier, avec ce qui est censé être son langage. Et puis, par ailleurs, c'était comme un élément décoratif, et par lequel, justement, l'art se signalait. Alors, il y a un moment où, justement, c'est plus ça. C'est-à-dire que le style, il est là proprement pour produire une vision. Et c'est ça qui, pour moi, est important. C'est-à-dire qu'on n'a pas des
des pensées qu'on cherche après à mettre dans un beau style, mais véritablement, bon, là, au fond, on peut dire que pour moi, au fond, la pensée, elle se gagne sur chaque phrase, quoi. Bon, et c'est pour ça, bon, je dirais que, par exemple, moi, quand je commence un texte, je sais jamais comment il finira. Bon, quand j'étais petit, on expliquait qu'il fallait faire des plans, qu'après une fois on a fait le plan, on remplissait chaque partie. Bon, c'est une chose que j'ai absolument jamais pu faire parce que je pense que véritablement le travail de la pensée, même si c'est un mot un peu prétentieux, mais puisqu'après tout on est censé faire ce travail-là comme philosophe, quoi. Justement, c'est un travail que peut dire qui est vraiment qui travaille tous les enchaînements, quoi. Au fond, l'important c'est qu'est-ce que la phrase que je viens d'écrire au fond implique, qu'est-ce qu'elle donne à penser. Il n'y a pas la pensée d'abord ou bien l'information d'abord et puis après ça on la traite. Non, c'est-à-dire qu'à chaque moment, au fond, la phrase qu'on vient d'écrire, l'effort qu'on a fait pour arriver à la formuler, pose comme des nouvelles questions et crée pour celui qui écrit une nouvelle attente, ce qui fait que à la fin le livre peut être entièrement différent de ce qu'il était au départ. Et c'est ça la question de l'écriture et fondamentalement l'idée que une pensée c'est d'abord un style. Et ça bien sûr on peut penser à quelqu'un comme Gilles Deleuze, qui est exemplairement au fond montrer comment la pensée, c'était une manière finalement d'accélérer, de ralentir, d'emballer. Et voilà, c'est ça, je pense, pour les gens de ma génération, la question du style. Donc je pense que par exemple, c'est un peu différent de Sartre. Parce que Sartre, il fait des traités philosophiques. Là, je dirais qu'il ne se préoccupe pas de style. Hein. C'est-à-dire, voilà. Et puis, il fait des pièces. À ce moment-là, il fait des romans. Et c'est quelque chose de différent. Pour moi, l'écriture n'est pas différente. Et pas différente lorsque je fais un livre qui est censé être un livre de philosophie et lorsque je fais un livre qui est plutôt censé être un livre de critique, un livre où on parle de cinéma, où on parle de littérature, ou bien un livre sur l'émancipation ouvrière. Est-ce que quand vous écrivez un livre, cette scansion-là que vous mettez en scène depuis quelques minutes ici, c'est-à-dire d'un propos très volontariste et très beau, très flamboyant comme ça, qui s'arrête net d'un coup au risque de perturber l'interlocuteur, est-ce que vous faites la même chose à votre à votre table de travail quand vous écrivez un livre, où vous écrivez, tout d'un coup vous reculez comme ça avec votre fauteuil, ou comment ça se passe Non, je suis très calme en général, en fait, écrire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on crée un enchaînement, on essaye une piste, et puis quelquefois elle ne marche pas, quoi. Et quelquefois, ça arrive que, effectivement, au bout de 30 pages, on voit que ça ne marche pas, qu'il va falloir tout redécomposer, repartir autrement. Mais donc, fondamentalement, je dirais que, pour moi, j'écris par séquence. J'écris par séquence, c'est-à-dire qu'il y a une idée qui s'enchaîne avec d'autres, et puis il y a un moment donné où finalement, ou bien l'enchaînement bute, mais je me dis, il y a quelque chose là qui bute, et peut-être que demain, j'arriverai à forcer. On est toujours vraiment, je pense, dans cette espèce pour moi, dans ce travail-là, dans cette traversée où il y a partout des obstacles, quoi. Il y a des moments où on se dit, non, l'obstacle là, je sais que c'est pas aujourd'hui. Je vais laisser un petit peu les choses mûrir. Je reprendrai plus tard. Et je me mets à faire autre chose, quoi. Je réponds à mon courrier, par exemple. D'accord. Alors on a quand même publié un entretien d'une pleine page dans Le Monde des Livres spécial Assise du roman, donc je ne vais pas reprendre les mêmes questions qui vous ont été posées dans cet entretien. Donc je ne vous poserai pas la question de Platon et de la question de ce malentendu fondateur entre philosophie et littérature, avec le geste fondateur de bannir le poète de la cité chez Platon. Je voudrais en venir tout de suite à un des livres emblématiques de votre travail sur la littérature, qui s'appelle Politique de la littérature, qui est paru chez Galilée. Et où d'emblée vous dites, il faut bien voir que pour moi, Jacques Rancière, je prends le rôle à un instant, donc je vais m'arrêter d'un coup, très violemment. Pour moi, Jacques Rancière, un écrivain, la politique de la littérature, c'est pas la politique des écrivains engagés. C'est pas l'idée qu'un écrivain monte sur son tonneau et dit, voilà, il faut ci ou il faut ça, il faut pas désespérer Biancourt, il faut désespérer Sarkozy, etc. Vous dites, la littérature s'engage en tant que telle, non pas en tant que, elle défend une idée ou un programme, mais parce qu'elle vient subvertir les hiérarchies et puis instaurer un autre partage du sensible, selon votre expression, c'est-à-dire un autre partage entre les mots et les choses, entre le visible et l'invisible, entre ceux qui ont droit à la parole ou pas droit à la parole. Et vous définissez donc la politique, je trouve la définition très belle c'est donc page 12 de
politique de la littérature. Je vous cite, « Toute l'activité politique est un conflit pour décider de ce qui est parole ou cri, pour retracer donc les frontières sensibles par lesquelles s'atteste la capacité politique. » Donc voilà, comment la littérature vient s'inscrire dans cette problématique d'une politique qui est d'abord, on décide ce qui est d'un côté parole, de l'autre côté cri. Oui, mais bon, au fond, ça suppose d'abord que peut-être justement qu'on insiste sur cette espèce de redéfinition de la politique, parce qu'il y a toujours l'idée, bon, ben, la littérature c'est des mots, la politique c'est des actions. Mais nous vérifions absolument tous les jours que la politique c'est des mots, la politique c'est une manière de décrire, bon, de décrire le monde qui est en face de nous, de décrire ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, ceux qui peuvent ou qui ne peuvent pas faire quelque chose. Bon, ben ça, je dirais que on voit bien en ces temps, quand on parle de crise, bon, ben, quand on parle de crise, par exemple, on nomme à la fois un impossible. Et puis, quand on parle de crise, on nomme bien sûr, on désigne les seuls qui sont capables d'y faire quelque chose, c'est-à-dire les médecins, quoi. Donc voilà, je dirais que la politique, c'est d'abord des mots, quoi. Et c'est ça qui m'a. Et si la littérature, justement, a une politique à elle, c'est aussi parce que justement, ces mots, les mots qu'elle emploie et les fictions qu'elle crée viennent justement perturber cette évidence des capacités qui sont celles des uns et des autres. Et voilà, j'ai été évidemment très très sensible à la façon dont, on sait que le mot littérature, au sens où nous l'employons, il a commencé à exister au 19e siècle, quoi. Avant, la littérature, ça voulait pas dire ça, la littérature, ça voulait dire l'érudition. Il y a un moment où on se met à désigner les productions de l'art d'écrire comme de la littérature, quoi. Et c'est le moment aussi où, tout d'un coup, on découvre que les êtres les plus quelconques ont la capacité des choses les plus incroyables. C'est le moment de Julien Sorel, c'est le moment d'Emma Bovary, c'est-à-dire pas simplement le moment où on découvre qu'il y a des petites gens, ça on l'a toujours su, ils ont toujours eu leur place dans la comédie, dans le roman picaresque, mais tout d'un coup on découvre qu'au fond ils sont eux-mêmes quelque chose comme des sujets de tragédie, quoi. On sait que, par exemple, Le Rouge et le Noir, ça vient 3 ans après la Gazette des Tribunaux, un journal qui apparaît tout d'un coup, qui prouve que tout d'un coup, mais il y a comme des espèces de gouffres incroyables dans la vie des gens qui sont des gens ordinaires. Et voilà, ce qui est important, je crois, pour moi, c'est cette espèce de lien qui s'est établi d'emblée, en quelque sorte, entre la littérature, le sens du pouvoir des mots, quoi. Il y a cette phrase, disons, ce passage extraordinaire dans Madame Bovary où on dit que, elle essaye de se demander ce que peuvent dire des mots comme ça qu'elle a lus dans le temps, dans ses livres au couvent, comme extase, félicité, ivresse, quoi. Et voilà, au fond, ce qui est important, c'est que une fille de paysan, tout d'un coup, se dit qu'après tout, elle a le droit, comme tout le monde, à ces mots. Et au fond, à expérimenter ces mots dans sa vie. Et au fond, c'est ça qui fait le scandale, c'est ça qui fait que, bien qu'on sache que l'auteur est un bon bourgeois rouennais qui s'occupe pas de politique, aussitôt les critiques disent mais c'est le triomphe de la démocratie en littérature. Et pas simplement parce que il y a toutes sortes de petites gens un peu misérables qui occupent de la place dans le roman, mais parce que au fond le roman est tout entier consacré à une fille du peuple qui se mêle de choses dont elle n'a pas à se mêler, quoi. Connaître pas simplement disons des rapports sexuels, ça il est admis par tout le monde que c'est un peu des bêtes ces gens-là, donc c'est pas un problème, mais à vouloir connaître la grande passion, quoi, à vouloir mettre de l'art dans sa vie. C'est ça, je crois, qui est effectivement ce qu'on peut appeler comme une politique de la littérature. En tout cas, c'est ça qui est perçu d'emblée par les critiques au 19e siècle comme un peu effrayant, quoi. Au fond, ces gens-là, ces gens du peuple sont capables de tout. C'est vrai que c'est effrayant, non? Oui, c'est effrayant, oui. Rien qu'à vous écouter, c'est bon. Alors qu'ils sont capables de tout, mais l'autre question, justement, c'est pas seulement s'emparer des sentiments ou de sentiments qui sont censés être réservés à une élite, c'est aussi s'emparer de la littérature elle-même, hein, on est d'accord. Et dans votre livre, vous avez une belle expression, vous dites la radicale démocratie de la lettre dont chacun peut s'emparer, dont n'importe qui peut s'emparer. Non ? Oui, j'ai peu que j'ai dit ça. Enfin, ça, je suis capable de l'avoir dit. Oui, non, mais c'est effectivement le problème. C'est-à-dire que c'est bien sûr le moment
de Julien Sorel, d'Emma Bovary, c'est aussi le moment de l'émancipation ouvrière, c'est aussi le moment de cette chose qui s'est appelée la poésie ouvrière et des grands débats qu'il y a eu dans les années 1830-1840 sur la poésie ouvrière, où les gens au départ, enfin, les gens, je veux dire par là, les gens bien, quoi, et puis les écrivains les consacrés, au départ, étaient contents parce que une littérature du peuple, ça c'est formidable, le peuple va chanter, et puis il va chanter ses peines, ses travaux, que sais-je encore. Et puis, malheureusement, les ouvriers en question, ils voulaient faire des grandes odes, des tragédies en vers, et aussitôt, bien sûr, tout le monde leur disait, mais c'est pas pour vous, faites pas ça, parce que vous n'êtes pas bon pour ça, alors que vous êtes tellement formidable quand vous chantez les peines du travail, les joies de l'atelier, les fêtes populaires. Mais précisément, bien sûr, c'est ça qui est important, c'est cette rupture. Précisément, on se met à employer les mots qui sont pas pour les mots qui sont pas pour vous, et on se met non seulement à les employer, mais à vouloir les traduire dans sa vie. Et en ce sens, s'emparer des grands mots de la poésie, s'emparer de ivresse, félicité et extase, font s'emparer comme ça de ces mots, liberté, égalité, peuple. Ça relève en quelque sorte d'une même logique fondamentale. Et c'est ça, justement, le conflit politique, c'est bien ça. C'est d'abord que des gens qui sont censés avoir la capacité de faire une chose et pas une autre, se mettent tout d'un coup à renverser cet ordre des choses. Alors, justement, sur cette question de la radicale démocratie de la lettre dont chacun pourrait s'emparer, et donc une conception de la littérature qui, pour vous, bouscule les hiérarchies et subvertit les genres, les partages, les frontières, en se mettant à la disposition de tout le monde, je voulais vous citer un passage de Michel Foucault dans ce petit livre très très beau qui vient de paraître il y a quelques semaines aux éditions de l'EHESS. Ça s'appelle La Grande Étrangère. Ce sont des conférences qu'il a prononcées, des émissions de radio aussi, ce sont des propos donc oraux. Et La Grande Étrangère, c'est donc la littérature. On est en pleine assise internationale du roman, d'ailleurs, parce qu'il commence en définissant la Grande Étrangère comme, voilà, la littérature, c'est d'abord l'étranger. Il dit que pour sa génération, la littérature, c'est d'abord la littérature américaine et ses grands auteurs. Et puis, à un moment donné, il en vient à quelque chose qui, à mon sens, va complètement à contre-courant de ce que vous dites, vous, alors que vous avez quand même une relation forte à Foucault. Il explique pas du tout que la littérature, tout d'un coup, c'est une espèce d'appropriation ou un partage intensifié entre les uns et les autres, entre n'importe qui et tout le monde. Il dit que tout acte littéraire nouveau, et notamment ceux de Mallarmé ou des surréalistes ou de Baudelaire, et Mallarmé, on y reviendra tout à l'heure, compte aussi beaucoup pour vous, tout acte littéraire nouveau, je le cite, peu importe que ce soit les surréalistes, Mallarmé donc ou Baudelaire, implique au moins, je crois, dit Foucault, 4 négations, 4 refus, 4 tentatives d'assassinat. Et les 2 premiers, je vous les cite donc, refuser d'abord la littérature des autres, deuxièmement, refuser aux autres le droit même à faire de la littérature, contester que les œuvres des autres soient de la littérature, troisièmement, se refuser à soi-même, se contester à soi-même le droit de faire la littérature, et enfin, quatrièmement, refuser de faire ou de dire autre chose dans l'usage du langage littéraire que le meurtre systématique accompli de la littérature. Jacques Rancière. Oui, ça, je veux dire que, effectivement, pour moi, c'est une certaine image de la littérature, qui a été effectivement importante, matricielle pour Foucault. C'est une image qui, pour moi, est une image des années 50-60, c'est-à-dire c'est la littérature à travers Blanchot, à travers Bataille, à travers Klossowski, comme une espèce d'expérience un peu de l'impossible, du silence, de l'interdit. C'est vrai que ça a été quelque chose d'important pour Foucault, c'est-à-dire pour quelqu'un justement qui a pensé l'exclusion, qui a pensé la limite, quoi. Mais moi, c'est pas du tout mon expérience de la littérature. Mon expérience de la littérature, c'est pas simplement la façon dont un ouvrier des années 1830 pouvait décider de s'approprier les peines de Werther ou de René, bien qu'elles soient pas pour lui. C'est aussi la façon dont la littérature passe son temps à s'emparer de ce qui a été écrit, ce qui a été écrit avant. Je dirais que moi, je suis fasciné justement comment depuis le 19e siècle, même si on prend le 19e siècle, on voit bien comment déjà les gens, ils réécrivent Don Quichotte, par exemple, et on voit bien comment Don Quichotte et Sancho Panza, ils traînent un petit peu à travers Bouvard et Pécuchet, par exemple, mais aussi à travers bien d'autres. Mais ce qui me frappe aussi, c'est quand même la façon dont pas simplement des idées, pas simplement des formules, mais comme des mots, des phrases, finalement circulent d'un écrivain à un autre.
bon, vous lisez Conrad, vous lisez Lord Jim, bon, une histoire de mer, et puis vous commencez le deuxième chapitre, et vous entendez une musique, et vous reconnaissez la musique, et pratiquement et même les mots presque. Le deuxième chapitre du Lord Jim de Conrad, donc histoire d'un marin qui s'en va sur les mers du Sud, c'est en fait, c'était le début du dernier chapitre de l'éducation sentimentale. C'est-à-dire que bon, il voyagea, etc., etc. Et ça, il reprend presque. Alors c'est quelque chose d'extraordinaire. Au fond, justement, c'est comme un bloc de littérature qui va circuler d'un roman qui raconte bon la vie insignifiante d'un type qui traîne entre Paris et puis Nogent-sur-Seine, et puis la vie comme ça d'un type qui s'en va pour courir les aventures au bout du monde. Et puis on sait qu'après ça continue parce que Lord Jim s'est repris après par Malcolm Lowry. Bon, voilà, moi c'est ce qui m'intéresse. Effectivement, c'est en tout cas ce qui m'a nourri. C'est précisément à l'inverse de toute cette pensée de l'interdit, de la limite, de l'impossible qui a été très très forte dans les 50-60, mais qui me restait complètement étrangère, quoi. Au contraire, moi, c'est effectivement cette espèce de circulation, de répétition, de reprise, de transformation, de déplacement. C'est véritablement cette forme de la littérature qui, moi, m'a nourri et qui a nourri ma pensée d'une politique de la littérature. Vous avez quelque chose contre Nogent-sur-Seine ou c'est... J'ai rien du tout, mais c'est le fait qu'il habite... Le micro. Oui, non, j'ai rien du tout contre Nogent-sur-Seine, mais c'est pour dire que c'est simplement... Parce qu'il y a eu un frisson dans la salle, apparemment, Nogent-sur-Seine est en force J'ai rien du tout, mais ce soir. c'est un fait malgré tout que le surplace est quand même malgré tout le thème majeur malgré tout des questions sentimentales, quoi. Et ce qui m'intéresse effectivement, c'est comment effectivement ce petit circuit effectivement par bateau entre Paris et Nogent-sur-Seine, d'une certaine façon, on le retrouve lorsqu'il s'agit des mers du Sud et de Singapour, quoi. Alors quand vous disiez que pour Foucault, effectivement, la littérature, il y a une espèce de conception comme ça, de l'indicible, de la littérature qui a un rapport à l'ineffable, la littérature avec un grand L, ça me fait penser à ce très joli petit livre que vous avez publié sur Mallarmé, qui s'appelle Mallarmé, la politique de la sirène. On est toujours dans le champ de la politique avec vous quand vous parlez même de poésie. Et tout votre propos est justement de dire que Mallarmé n'est pas du tout, comme on le décrit souvent, dites-vous, un penseur silencieux ou nocturne du poème qui est trop pur pour être jamais écrit, que Mallarmé donc appartient à son siècle, qu'il y a une politique de Mallarmé, une politique du coup de dé, comme vous l'appelez, et que justement, chez lui, à même sa poésie, il y a un rapprochement entre les poètes et le peuple, entre l'homme du livre et l'homme à la pioche, dites-vous. Et j'aurais voulu savoir comme ça ce qui, pour vous, dans cette poésie que beaucoup décrivent comme très hermétique et dénuée de toute portée politique, ce qui, pour vous, instaure donc justement une communauté, et peut-être même une communauté démocratique. Vous dites le grimoire mallarméen est aussi un livre de l'avenir, un livre qui psalmodie la grandeur d'une foule à venir. Jacques Rancière. Oui, enfin je le dis parce que oui, effectivement, ce thème de la foule à venir, on sait qu'il est chez Mallarmé lui-même. Donc, et la foule démocratique. Oui, alors est-ce que c'est démocratique? Voilà. Bon, comme une fois j'avais dit, j'ai dit quelquefois Mallarmé, bien que bon démocrate, je me suis fait taper sur les doigts par un professeur au Collège de France qui m'a dit comment bon démocrate, c'était pas un bon démocrate, bon, enfin, peu importe. Donc on va pas chicaner là sur les mots. Mais l'important c'est que on se rend compte que Mallarmé, il y a toujours une préoccupation politique, mais une préoccupation politique, on peut dire à la manière de son temps. Et bon, effectivement, il y a, si on prend ses poèmes en prose, il y a ces deux incroyables poèmes qui s'appellent Conflit et Confrontation. Bon, le poète qui s'en va dans sa retraite comme ça, donc près de Fontainebleau pour jouir, justement. Disons de la retraite, du silence, des arbres, et puis il y a des chemins de fer qui ont établi leur cantine, quoi. Alors, et tout le poème, disons, évidemment, à la fois sur le conflit et sur l'idée que le poète, il voudrait justement faire quelque chose pour ces gens-là qui sont, ils font du bruit toute la semaine, le dimanche soir ça va, bon, ils ont bu, donc ils sont étalés sur l'herbe, et puis il y a la fin du poème où il y a le poète à sa fenêtre, il y a la scène derrière, et puis entre les deux, il y a étalé sur l'herbe ces gens, et voilà, le poète dit que bon, il voudrait fixer comme ça quelques points de lumière sur ces corps affalés, quoi. Et ils font comme les sauver de leur anonymat, quoi. Et bon, il y a un autre poème qui s'appelle Confrontation. C'est pareil, c'est le poète qui s'en va faire sa petite promenade du matin dans la solitude de la campagne, et puis il y a un terrassier, et tout d'un coup il se sent comme un peu, disons, menacé par le regard du terrassier qui est dans son trou, quoi, qui
tacitement lui pose une question, et toi, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Et au fond, d'une certaine façon, le poète répond au terrassier en disant, qu'est-ce que tu fais, toi, tu es dans ton trou, tu prends de la terre à gauche, tu la mets à droite, tu vas être payé, et puis bon, on te paierait aussi bien pour la prendre à droite, la mettre à gauche, et bon, voilà. Alors que, donc il y a, dit Mallarmé, une espèce de circulation comme ça horizontale, la terre va de droite à gauche, l'argent passe de main en main, on met des, et puis on met des bulletins dans des urnes, ça c'est la circulation horizontale, et dit, précisément que lui, il est là pour autre chose, le poète, à savoir mettre ces fameux points de clarté, c'est-à-dire produire quelque chose comme une espèce d'autre économie, une espèce d'économie symbolique. Il y a ce thème de la magnificence quelconque chez Mallarmé. Au fond, il est là pour consacrer en quelque sorte le quelconque, l'ordinaire, et pour en faire quelque chose comme une espèce de nouveau sacrement de la communauté. Alors bon, on peut dire, oui, effectivement, c'est de la politique de poète, c'est de la politique un peu mystique, mais en même temps, c'est pas si loin finalement des préoccupations des politiciens de l'époque. Mallarmé, il écrit à l'époque de la Troisième République, où on se demande comment on va créer quelque chose comme une espèce d'enthousiasme, mais presque de religion populaire. Et au fond, Mallarmé, il n'est pas très loin de ça. Donc, très très loin effectivement de ce Mallarmé des années 1960 qui n'était que, oui, effectivement, le poète du langage pur, du langage se pensant lui-même, du langage consacré à son silence, et ainsi de suite. Non, on peut dire effectivement que le grand projet de Mallarmé, c'est resté un grand projet, quoi. C'est resté un grand projet, mais en tout cas, il y a cette espèce de sensibilité qui le traverse à une politique qui est justement la politique, on peut dire, de la répartition des places, du sens des gestes, du rapport des gestes aux paroles, et puis voilà, donc quelque chose qui est vraiment complètement au centre, avec ce projet effectivement un peu fou, cette espèce de couronnement en quelque sorte communautaire qui viendrait par-dessus cette espèce d'économie politique ordinaire. Mais encore une fois, c'est une pensée qui c'est pas simplement une pensée de poète comme ça, un peu à côté de la question, quoi. Ça a traversé le siècle. C'était déjà dans les années 1830 l'idéologie des Saint-Simoniens, une espèce de religion nouvelle de la communauté. Et justement, ils appelaient les travailleurs, ils faisaient des grandes cérémonies avec les bourgeois, les travailleurs qui s'embrassaient. Et justement, ils faisaient des trous, ils faisaient des trous pour un temple. Le temple n'a jamais existé. Mais voilà, c'est une préoccupation qui a traversé le siècle, à la fois chez les rêveurs, mais aussi chez les politiques censés raisonnables. C'est pas totalement une question de chicanerie ou de, je sais pas comment dire, de gens qui voudraient chicaner cette Mallarmé démocrate ou pas démocrate, progressiste ou démocrate ou pas, puisque des gens comme vous n'êtes pas le seul philosophe à vous réclamer de la gauche, voire de la gauche radicale, à lire Mallarmé et à puiser chez lui une philosophie de l'émancipation. Alain Badiou aussi a beaucoup écrit sur Mallarmé. Et dès les années 80, Julien Gracq se moquait des avant-gardes qui prétendaient enrôler Mallarmé dans leur camp. Je le cite. Et voici maintenant ce pauvre Mallarmé, sac au dos, et promu clairon dans les troupes du progressisme métalinguistique. Alors, qu'est-ce que vous faites avec ce pauvre Mallarmé et son sac à moi, j'interviens un peu après. Il faut se souvenir, dans les années, autour de 68, il y a eu une grande bataille politique sur Mallarmé. Il y avait, notamment, il y avait un article de Jean-Pierre Faye, je crois, qui était paru dans l'Humanité, qui s'appelait, je crois, Camarade Mallarmé. Et puis, il y a eu une grande réponse furieuse. Toute l'équipe de Tel Quel est partie comme ça, est partie vraiment flamberge au vent. Et ça a été une énorme bataille. C'était une énorme bataille. C'était inadmissible. On a enrôlé Mallarmé au service des révisionnistes. Et bien sûr, à l'époque, Tel Quel, ils étaient maoïstes. Donc voilà, il y avait un Mallarmé maoïste contre un Mallarmé communiste, ou comme on disait à l'époque, révisionniste. Et puis, mais bien sûr, en même temps, ce Mallarmé-là, c'était le poète précisément du langage se pensant lui-même, du signifiant, de la matérialité et tout ça. Oui, là encore, c'est la continuation, je dirais, un petit peu au fond du formalisme structuraliste dans la bataille 68, quoi. Moi, effectivement, je viens après, c'est-à-dire lisant Mallarmé, justement, après avoir lu ses comptes rendus de ces cérémonies saint-simoniennes où il y avait des chœurs et des demi-chœurs mêlant les travailleurs et les bourgeois, et puis pour aller creuser, effectivement, donc il y avait les brouetteurs qui transportaient la terre, et ainsi de suite. Voilà, donc forcément, moi, je lis Mallarmé à travers tout ce que j'ai pu lire de tout ce qu'un siècle a pu justement fantasmer sur
oui, sur cette idée, sur cette idée d'une sorte comme ça de nouvelle religion ou de nouvelle alliance. Ça ne veut pas dire que je fais de Mallarmé un penseur de l'émancipation, non, ou un penseur révolutionnaire, non, pas du tout. Simplement, je l'inscris au titre d'un penseur qui est un penseur de la politique, un penseur de la communauté, et pas du tout un penseur de la solitude du langage, c'est tout. Alors, juste, vous me faites penser à une chose, comme vous citez Jean-Pierre Faye, 68 et les maoïstes. Jean-Pierre Faye vient de publier un petit livre qui nous sortirait complètement de notre sujet, parce que c'est sur l'histoire du Collège international de philosophie, que vous connaissez bien. Et dans ce petit livre, il raconte comment Jacques Derrida, justement, à cette époque-là, avait été pris à partie par les jeunes maoïstes qui avaient un rapport très fort à la littérature et qui, comme Derrida n'était pas très favorable à Mao, lui avait lancé... tout anti-chinois, chidénois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient un certain sens de la formule, et je ne dis pas ça juste pour faire une blague, c'est que vous vous inscrivez aussi, parce que vous avez, je crois aussi, eu des rapports au maoïsme et au maoïsme français. Et ici, on en a déjà beaucoup parlé avec Alain Badiou, avec Jean-Claude Milner également, un peu aussi avec Alain Finkielkraut. Il y a dans cette, si j'ose dire, matrice littéraire de la philosophie française contemporaine, enfin dans ces rapports très intenses entre philosophie et littérature, et notamment quand c'est la philosophie de l'émancipation, il y a quelque chose qui s'est joué au moment de 68 et autour de ces petits groupes à la fois très marginaux et qui ont beaucoup rayonné, qui aujourd'hui sont encore très présents, qui ont été marqués, enfin en tout cas pour les intellectuels qui sont mis en avant, et qui ont été marqués par donc la prose de Mao, par la psychanalyse de Lacan, dont d'ailleurs le style à tous ces intellectuels n'est pas toujours doué pour la nuance. Hein. C'est souvent des gens qui aiment bien les choses tranchées. Milner aime bien parler de position de cisaille quand il parle de son écriture. Et je me demande justement ce que vous auriez à en dire, parce que je vous ai rarement entendu parler de cette période-là, et savoir si vous aussi, quelque chose dans votre rapport à la littérature et à la politique, au nouage de la littérature et de la politique, s'est joué dans ce qui s'est appelé donc le lacano-maoïsme à la française. Bon, c'est beaucoup. Autour de 68. C'est beaucoup dire dans la mesure où j'ai été effectivement maoïste, j'ai pas été tellement lacanien, donc mon expérience est un petit peu différente. Je pense que pour ceux que vous considérez, ma position apparaîtrait plus que, comme on dit à l'époque, populiste, quoi. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui ait jamais cherché à systématiser, enfin, à part vraiment quand j'étais tout à fait jeune et que je connaissais rien, quoi. Mais disons, j'ai pas cherché à systématiser comme ça une espèce de lacano-maoïsme ou de lacano-marxisme comme d'autres le font encore, comme d'autres l'ont poursuivi. Et voilà, à un moment donné, je suis plutôt, pour moi, le maoïsme, c'est plutôt signifier, tout d'un coup, on ouvre les portes, on va dans la rue, on va dehors, on va voir ce qui se passe dans le monde, et puis après ça, on va voir ce qui se passe dans l'archive, et voilà, puis après ça, d'une certaine façon, j'en reviens, en même temps, en ayant justement donné un sens aux mots de la littérature, peut-être un petit peu différente, parce que constamment, au fond, j'ai confronté ces mots de la littérature avec ces mots qui circulaient dans toutes les problématiques de l'émancipation ouvrière, dans l'émancipation sociale. Donc, font que j'ai toujours lu les textes de jeunes ouvriers des années 1830-1840 en ayant en tête peut-être d'autres jeunes gens qui soit à l'époque écrivaient de la littérature, soit étaient des héros des ouvrages de littérature. Donc voilà, donc c'est plutôt pour moi comme ça que ça a fonctionné. J'ai jamais cherché à faire une théorie de la littérature. Je crois que c'est ça qui est important. Je vais pas m'arrêter là parce que vous diriez que je m'arrête trop brutalement. Mais encore une fois, si j'ai écrit des livres qui s'appellent Politique de la littérature, des choses comme ça, c'est pas pour faire une théorie de la littérature. Je n'ai pas non plus voulu faire une théorie de la politique. J'essaye vraiment de saisir un certain nombre de nouages. Quoi. Comment à certains moments, des problématiques qui sont des problématiques de l'égalité, de la démocratie, vont vraiment circuler justement entre des domaines qui sont des domaines extrêmement différents, entre des univers qui sont des univers différents. Donc pour moi, la littérature, ça a été effectivement ce passage en quelque sorte entre des domaines qui en principe ne communiquent pas, comme ce qu'on appelait à l'époque la théorie, et puis ce qu'on appelait l'histoire sociale. Alors, j'ai décidé de citer un livre par question, vous avez vu, c'est le jeu. Et
Je voulais citer celui qui s'appelle La haine de la démocratie. Peut-être, je crois que je vois pas d'autres livres qui aient ce ton-là chez vous. Hein. C'est un livre qui est paru à la Fabrique et qui a vraiment une colère. Il y a un côté un peu pamphlétaire dans votre écriture et où vous dénoncez une nouvelle haine de la démocratie chez des intellectuels qui en partie d'ailleurs sont ceux qu'on a nommés tout à l'heure. C'est très étonnant parce que ce petit livre qui a été très lu et qui est encore très lu, qui a eu beaucoup d'audience et d'impact, c'est intéressant parce qu'il déploie toute une théorie et toute une colère à l'égard de cette nouvelle haine de la démocratie dont vous parlez, et il part de quelque chose qui a l'air de totalement microscopique, c'est-à-dire l'apparition d'un livre de Jean-Claude Milner, donc Les penchants criminels de l'Europe démocratique. Alors vous dites d'un côté il y a la guerre en Irak, en gros, puis de l'autre côté il y a l'apparition du livre de Milner, et ces deux événements d'importance assez inégale quand même, même si je ne veux pas trancher l'importance des choses ici, pour vous, viennent structurer quelque chose qui a un rapport avec la nouvelle haine de la démocratie. Et ce que je veux, là où je veux en arriver, c'est que finalement, cette nouvelle haine antidémocratique, selon vous, elle se déploie et elle prend naissance chez des intellectuels qui sont ceux dont on a parlé là et qui finalement sont un peu vos frères d'armes, vos compagnons d'idées, et qui donc ont eu, se placent sur la même scène que vous et dans le même itinéraire. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont toujours eu un rapport très très fort à la littérature et qui n'ont pensé et philosophé qu'à l'horizon de la littérature comme vous. Et pourtant, ce sont les nouveaux penseurs de l'antidémocratie, à vos yeux. Oui, bon, je ne sais pas si la littérature en tant que telle était vraiment engagée dans cette querelle. Bon, ce que j'ai pu constater, c'est la façon dont toute une série de thèmes qui, on peut dire, étaient dans ma jeunesse des thèmes progressistes, petit à petit se sont retournés et sont devenus des thèmes entièrement réactionnaires, c'est-à-dire des choses comme, oui, la critique de la société de consommation, la critique de la marchandise, la critique du spectacle. Petit à petit, c'est-à-dire que lorsque finalement l'espèce d'horizon un petit peu justement révolutionnaire qui était derrière, qui les soutenait, s'est estompé, ces thèmes ont commencé à tourner sur eux-mêmes, ça veut dire au fond à être ressassés et à devenir effectivement cette espèce de ressassement réactionnaire consistant à dire mais les gens etc. Tout ce qu'ils veulent c'est consommer, tout ce qu'ils veulent ils sont ébahis devant le spectacle, tout ce qu'ils veulent c'est toujours du spectacle, de la consommation, de la marchandise, des images. Voilà, on a vu tout d'un coup cette espèce de fond tout un vieux discours marxiste, situationniste, devenir une sorte de discours antidémocratique frénétique. Voilà, donc moi j'ai un petit peu réagi là-dessus, enfin dire aussi bien sur le plan de la littérature qu'aussi sur le plan un petit peu des transformations de ce qui s'appelait l'art critique dans l'art contemporain. Et c'est donc ça, moi, c'est ça qui m'a intéressé. Alors pourquoi la guerre en Irak et puis le livre de Milner, il se trouve quand même que j'ai été pendant très très longtemps vraiment très très proche ami de Jean-Claude Milner et que d'une certaine façon ce livre signifiait plus que d'autres, et puis qu'en plus c'est quand même quelqu'un qui est plus malin que la plupart des gens qui tenaient ces discours sur la démocratie, l'individualisme, les victimes, la consommation et tout ça. C'était quand même plus malin, donc c'était quand même plus intéressant parce que je dirais que écrire sur des crétins, me dire que c'est des crétins, ça m'a jamais intéressé. J'ai toujours essayé de ne pas le faire, quoi. Voilà. On a les abrutis d'Angot, maintenant on a les crétins de Jacques Rancière. Non, mais non, j'ai dit justement que glorieuse. Oui, non, pas du tout. Justement, donc voilà. Mais donc il y avait d'un côté effectivement ce livre sortait, puis effectivement presque la même semaine où ça sortait, il y avait cette couverture du journal The Economist. Il y avait cette espèce, on voyait c'était une manifestante libanaise et qui manifestait donc contre les pro-syriens, et le Hezbollah, et le titre c'était Democracy Stirs in the Middle East, la démocratie se lève au Moyen-Orient. Alors ma question c'était ça, qu'est-ce que c'est que ce rapport entre cette démocratie qu'on chante dans un journal qui par ailleurs est un journal qui est pas spécialement de gauche, c'est quand même le journal vraiment disons des free market américains, et puis cette démocratie qui est dénoncée ici. Voilà, c'était ça un petit peu. Donc moi c'est un problème générationnel qui peut-être pas lié strictement
peut-être pas lié strictement à la littérature, qui peut être lié malgré tout à une espèce de, disons, une sorte de forme d'appréhension qu'on a par rapport à la littérature, c'est qu'on pourrait remonter. Et bon, effectivement, bon, le Mallarmé de l'antidémocrate Badiou est pas mon Mallarmé. De même que, bon, par exemple, il déteste Flaubert. Bon, voilà. Mais moi, j'ai quand même construit beaucoup de choses sur Flaubert. Voilà, bon. Et puis, je me souviens d'une polémique déjà sur Victor Hugo. Voilà, donc on pourrait effectivement reprendre en quelque sorte des rapports à la littérature comme pour essayer d'y retrouver cette espèce de nouage, mais c'était pas ça qui m'intéressait, disons, en l'occurrence. Merci. Il y a un de vos prédécesseurs qui s'appelait Alain, le philosophe, qui disait à propos des écrivains, la pente est à droite et le métier d'écrivain fait fatalement rouler à droite celui qui l'exerce. Et alors, cette citation est extraite, enfin, je l'ai trouvée dans le livre, je ne sais pas si c'est à lui que vous faisiez allusion tout à l'heure, puisqu'il est professeur au Collège de France, vous ne l'avez pas nommé, c'est Antoine Compagnon, qui a publié ce livre intitulé Les Antimodernes chez Gallimard, où il s'intéresse donc à des figures comme ça d'antimodernes, de gens qui sont en délicatesse, comme il le dit, avec la modernité. Et donc il parle de Bernanos, de Barthes aussi, il va jusqu'à Barthes, de Barrès évidemment, je ne respecte pas la chronologie. Et lui, il a l'air de dire quand même dans tout ce livre que tous ces auteurs, et d'ailleurs Mallarmé est présent, ont un rapport à la modernité et à la démocratie un peu compliqué. Bon. Un peu comme Alain. Bon, il faut d'abord savoir un peu ce qu'on appelle modernité. Bon, je pense que là, et puis sur l'identité modernité, disons révolution. Bon, c'est également un problème. Bon, je pense qu'il y a deux choses. Bon, il décrit une tradition contre-révolutionnaire, d'accord. Mais je veux dire justement précisément une tradition contre-révolutionnaire politique n'est pas nécessairement, je dirais, une tradition contre-révolutionnaire en littérature. Bon, si vous prenez, disons, vous dites qu'il cite Bernanos. Bon, Bernanos est à la fois quelqu'un dont on sait effectivement qu'il a été nourri par toute l'action, au départ par l'action française et ainsi de suite. En même temps, l'écriture de Bernanos, on voit bien qu'elle vient d'ailleurs. L'écriture de Bernanos, elle vient pas de Joseph de Maistre, elle vient même pas de Léon Bloy, elle vient quand même s'il était un admirateur de Léon Bloy, elle vient quand même de Zola. Donc, il y a une écriture en quelque sorte précisément démocratique, c'est-à-dire une manière précisément de mettre la démocratie non pas dans le rapport entre les individus, les classes, mais de la mettre de fond au niveau même de la description des états de choses, voilà, qui a circulé. Bon, et on parlait tout à l'heure de Flaubert. Flaubert, effectivement, c'est bien. Pourquoi est-ce qu'il est considéré comme démocrate dès le départ? C'est pas simplement parce que il parle de ses filles de la campagne, de ces pauvres petits bourgeois de Bouvard et Pécuchet, mais c'est aussi parce que ce qu'il produit, c'est quelque chose comme une sorte d'égalité au fond de tous les événements sensibles. Il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus la hiérarchie du récit entre ce qui est important, le primaire, le secondaire. Il y a quand même comme une espèce de grand, en quelque sorte, tissu, de grand tapis, un tapis roulant, disait même Proust pour le critiquer, qui emporte tout de la même manière, quoi. Et on sait que Zola reprend un peu, c'est même encore beaucoup plus tapis roulant chez Zola que chez Flaubert, quoi. Et au fond, Bernanos, par exemple, s'inscrit là-dedans. Donc, je dirais que la tradition contre la haine de la révolution était présente chez des gens qui, par ailleurs, on peut dire, en même temps, essayent de saisir cette nouveauté démocratique. Dans l'interview qu'on avait fait, là, j'ai parlé des Goncourt. C'est quelque chose de tout à fait typique. C'est vraiment des réacs parfaits, des anti-révolutionnaires, qui est très fiers du titre que leurs parents avaient acheté, je crois vraiment 1 ou 2 ans avant la Révolution, quoi, et qui par conséquent se considéraient comme des vieux aristocrates. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est tout d'un coup, ils découvrent cette espèce d'abîme, à savoir que la servante dévouée de la famille était en fait une femme qui avait une foule d'amants et ainsi de suite. Il va écrire Germigny la Certeux, quoi, cette espèce, justement pour essayer de trouver le style, l'écriture, qui rend compte de ça. Il y a ces nouveautés incroyables, ces femmes du peuple, etc., qui se roulent finalement dans les débauches qu'on considérait comme réservées justement vraiment aux classes décadentes et ainsi de suite. Et également, il y a des tas de choses qui se passent, des espèces de petites fêtes dans les banlieues. Qu'est-ce qui se passe quand on franchit la barrière? Et puis il y a des phénomènes nouveaux, le sport par exemple, le sport
le canotage, voilà, parce qu'il par ailleurs fait la matière de la peinture impressionniste, quoi. Et voilà, bon, ils essayent d'adapter leur style à ça. Donc, ils sont antidémocrates. Edmond de Goncourt sera un des parrains de l'antisémitisme, un des parrains de Drummond, etc. Et en même temps, je dirais que, on peut dire que littérairement, il s'inscrit dans une espèce de tradition qui est une tradition, on peut dire, de littérature qui rend compte une sorte de subversion des hiérarchies. Donc, je crois qu'il faut complètement distinguer que le problème du concept de modernisme, modernité, c'est que précisément, il a complètement brouillé les choses. Jusque-là, vous avez cité beaucoup d'auteurs du XIXe siècle, là, les Goncourt à l'instant, Zola, Blois tout à l'heure, on parlait de Mallarmé. Est-ce que vous êtes un lecteur de littérature contemporaine, bien sûr, Jacques Rancière? Est-ce que dans les auteurs contemporains, les auteurs vivants, ou les auteurs au moins de la deuxième moitié du XXe siècle, il y a des romanciers qui, selon vous, justement, dans leur écriture, même leur prose, mettent en mouvement ce bouleversement des hiérarchies, cette subversion des frontières, ce que vous appelez donc un autre partage du sensible? Bon, je pense que je pourrais sans doute pas vous répondre parce que je pense que précisément on n'est plus dans la même situation, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de découvrir comme des espèces de manières d'être nouvelles dont on s'essaierait à rendre compte, ou bien la plupart du temps quand on les découvre, c'est plutôt sur le mode un peu du ressentiment. Donc je pense que, si vous voulez, il n'y a pas une espèce de correspondance, il n'y a pas à toutes les époques des écrivains qui seraient comme ça, comme les porte-paroles d'une espèce de nouveauté démocratique. On voit bien que le 19e, c'est le moment où tout d'un coup la démocratie, ça prend un sens pas simplement politique, mais un sens social, un sens de subversion de toutes les manières d'être, manières de faire, et ainsi de suite. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas dans cette figure-là. Donc, je vois pas pour l'instant, disons, d'écrivains qui sont dans cette espèce de position d'avoir à rendre compte d'une nouveauté radicale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de politique de la littérature. Elle est morte, en fait, la politique de la littérature telle que vous la pensez. Vous pensez je pense qu'il y a eu un moment où, effectivement, on peut dire qu'il y a eu cette espèce de fonction, en quelque sorte, de la littérature comme une espèce de révélateur de ce qui bougeait dans la société, un peu à tous les niveaux, sur tous les plans, et que, je pense qu'on n'en est pas là, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des bons écrivains, qu'il n'y ait pas un tas d'écrivains intéressants, mais je ne vois pas simplement d'équivalent, parce qu'encore une fois, il n'y a pas la littérature en général, la politique en général, ou la démocratie en général. Il y a des moments comme ça, il y a des moments forts où il y a tel ou tel art qui tout d'un coup exprime quelque chose. Ça peut être la littérature à un moment donné, ça peut être la peinture. On en parlait tout à l'heure. Tout d'un coup, au moment justement où la peinture passe tout à coup comme se focaliser sur les divertissements populaires. Ça peut être à un moment donné le cinéma, quand le cinéma va rendre compte finalement de la beauté qu'on peut trouver partout, finalement dans les rues de la ville, dans les vitrines, dans les cafés, et ainsi de suite. On sait peut-être aujourd'hui, peut-être que ça passe par d'autres formules, comme celle de l'art contemporain, celle de la vidéo, par exemple. Il y a toujours des lieux, en quelque sorte, où les frontières se brouillent. C'est vrai qu'en ce moment, elles se brouillent pas tellement, à mon avis, du côté de la littérature. Vous ne pensez pas qu'on est en train de vivre un moment fort, là? Un moment fort, j'en sais rien. En ce moment, aujourd'hui. Non, mais en général, à l'époque, je devrais dire oui, parce que c'est l'Assise internationale du roman, donc on est toujours censé dire qu'il se passe quelque chose qui est absolument essentiel et que, effectivement, il ne faut pas louper le moment. Non, je pense que la littérature, elle continue. Je vois pas d'exemple, si vous voulez, de choses fracassantes. Je reviens effectivement, je disais tout à l'heure, je reviens de Chine, si vous voulez. Quand on regarde ce qui a pu être écrit par exemple, par cette génération, ces gens qui ont vécu la révolution culturelle, il y a effectivement il y a des gens qui racontent ça, mais ils le racontent dans des formes qui sont des formes relativement traditionnelles. Ça produit pas des espèces de bouleversements de l'écriture.
Alors, les choses ont beaucoup changé en quelques années, parce qu'en 2007, je vous posais la même question, parce que j'aime bien radoter comme ça. Et donc, je vous demandais, voilà, où est-ce que, chez les écrivains contemporains, où est-ce que vous voyez les traces de cette politique de la littérature? Et quand même, vous aviez trouvé vous parliez de Don DeLillo, de Pynchon, entre autres. Par exemple, chez Don DeLillo, qu'est-ce qui vous fait penser que chez Don DeLillo, je voulais vous entendre sur un auteur comme ça, il y a quelque chose qui se joue autour de la politique de la littérature comme subversion démocratique? Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se joue au niveau effectivement de la possibilité de la fiction, de l'invention littéraire, à rendre compte, mais pas tellement à rendre compte d'une espèce de nouveauté véritablement à même l'expérience sociale, mais plutôt, disons, de rendre compte d'une sorte, tout du trajet d'une génération. Malgré tout, des gens comme DeLillo, c'est des gens comme DeLillo, des gens comme Roth. C'est quand même en gros des gens qui rendent compte largement du devenir de la génération des années 60. Ça c'est donc je dirais qui touche à la littérature par là, quoi. C'est pas des gens qui pour autant touchent à la littérature au sens de inventer véritablement des formes, des formes qui seraient comme propres précisément à cette espèce de nouveauté qu'ils essayent de saisir. C'est pour ça que je disais, je pense que moi, je trouve ça il y a des livres très bien de DeLillo, je dirais il est quand même caractéristique que lorsqu'il a voulu faire un roman sur le 11 septembre, il s'est vraiment planté complètement, quoi. Parce que précisément, c'est pas, on n'écrit pas à la demande, c'est pas parce qu'il y a un événement important que, disons, on peut répondre. En revanche, c'est vrai qu'il a rendu compte, je pense que je devais citer Underworld à l'époque, justement, de cette espèce de trajet d'une génération un petit peu circulant justement entre plusieurs sphères d'expérience, plusieurs moments. Et en même temps, je disais, malgré tout, derrière, il y a quand même Dos Passos, quoi, comme je disais aussi. Je pense que je devais citer dans le même entretien, Lobo Antunes, je pense. Oui, je devais citer dans le même entretien Lobo Antunes, et je disais, oui, bien sûr, voilà quelqu'un qui parle de l'expérience de sa génération, de l'expérience de la décolonisation au Portugal, et en même temps, vous êtes quand même saisi, vous lisez un roman de Lobo Antunes, quelque chose de très fort et de terrible. Ça doit s'appeler quelque chose comme l'Empire. Non, je ne sais plus le titre. Enfin, ça doit être quelque chose comme La gloire du Portugal ou quelque chose comme ça, quoi. Roman terrible. On peut dire ça rend compte une expérience des gens comme ça qui disons, déchus de leur ancienne gloire de colonisateurs. Et en même temps, au bout d'un moment, vous vous dites, mais j'ai déjà lu ça quelque part, quoi. J'ai déjà lu quelque part, à savoir, disons, il y a le frère avare, la sœur luxurieuse, le frère idiot, etc. On se dit, mais oui, mais ça vient de quelque part. Oui, ça vient de Faulkner, ça vient directement du Bruit et la Fureur. Ça ne veut pas dire que ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, cette espèce de circulation, justement, la manière dont la littérature éventuellement parle du monde, mais comment en revenant en quelque sorte sur elle-même, en reprenant effectivement des formes de récit qui, il y a la forme de récit qui à un moment donné rendait compte de l'espèce de décadence des familles sudistes aux États-Unis. Tout d'un coup, elle s'avère propre à dire quelque chose de fort sur le destin misérable des anciens colonisateurs retournés au pays. Donc voilà, oui, bien sûr, ça touche à la politique, ça peut y toucher fortement. Il y a des œuvres fortes. Ce que je dis simplement, c'est qu'on n'est pas dans cette espèce de situation, en quelque sorte, d'une littérature qui font se découvrir elle-même en découvrant le monde, quoi. Le Antunes, c'était le retour des caravelles, c'est ça, non? C'est pas le retour des caravelles. C'est un autre? C'en était un autre. Parce que celui que vous avez cité, c'était celui-là à l'époque. C'était encore un autre. Donc ça veut dire quand même que c'est intéressant qu'aujourd'hui, vous, à la fois, vous définissez votre pratique de philosophe dans un rapport très fort à la littérature, et en même temps, comme philosophe de l'émancipation, vous ne trouvez pas à nourrir votre réflexion dans la littérature la plus contemporaine. Est-ce que inversement, enfin d'après ce que vous avez l'air de dire, est-ce qu'inversement, puisque tout à l'heure vous disiez il y avait une sorte d'élan, il n'y avait pas que Mallarmé, il y avait Saint-Simon, etc. Il y avait tout un moment, une espèce d'élan collectif qui touchait bien au-delà de Mallarmé. Est-ce qu'inversement, si aujourd'hui on considère, et vous avez l'air d'être, certains en tout cas considèrent qu'on est dans une sorte de reflux de la politique démocratique ou même de la politique révolutionnaire ou émancipatrice, est-ce que c'est pour ça que selon vous, il n'y aurait pas trace est-ce que d'un côté, il y aurait eu un élan démocratique et émancipateur qui se traduisait dans une forme de littérature, et aujourd'hui, une sorte de reflux qui relèverait donc d'une sorte de silence littéraire sur ces questions?
je sais pas. Bon, la littérature, elle continue à parler du monde. Bon, c'est vrai que bon, malgré tout, on a vécu quand même une période historique qui est effectivement plutôt une période de reflux des élans, voilà, qu'une période véritablement de découverte, et d'élan. Ça veut dire que bon, peut-être qu'il faut justement la littérature on ne peut pas dire qu'elle se nourrisse tellement positivement. De toute façon, elle ne peut pas se nourrir, je dirais, d'une... Bon, c'est difficile de se nourrir du déclin. Bon, on peut se nourrir du déclin. Bon, il y a des écrivains qui se nourrissent du déclin, comme ça, qui font des romans un peu fatigués, etc., ou un peu ironiques, pour décrire tous ces pauvres crétins qui étaient maoïstes il y a 30 ans, puis sont devenus écolos, puis sont devenus, etc. Bon, alors, je dirais qu'il y a ça, je dirais qu'on a une masse de littérature comme ça, un peu ironique, etc. Bon, si on veut pas faire ça, comment parler de la politique? C'est vrai que bon, il y a comme ça que il y a véritablement comme un problème. Bon, je pense, prenons un exemple, si vous voulez, bon, d'un écrivain qui a eu une forte expérience politique. Je pense à Olivier Rollin, quoi. Je veux dire que bon, Olivier Rollin, on peut dire que bon, ce qui l'inspire quand même, c'est effectivement, bon, on dirait le livre qu'on peut dire qui sont plus inspirés, c'est quand même bon l'invention du monde, c'est-à-dire au fond précisément le moment où d'une certaine façon il s'en va comme essayer de il construit ce livre comme une espèce d'énormes mosaïques autour d'un certain nombre de lieux qui sont à chaque fois, c'est comme une espèce comme de petits poèmes en prose qui s'organisent autour d'un lieu et qui traversent en quelque sorte toutes les significations qui sont portées par ce lieu, quoi. Bon, lorsqu'il raconte l'histoire de la gauche prolétarienne, bon, je dirais c'est quand même typique que la forme du roman qu'il adopte, c'est quelqu'un qui tourne autour de Paris avec, disons, en racontant son histoire à une petite jeune, quoi. Je veux dire, on voit bien que au fond, il n'est pas inspiré, par, disons, son épopée de chef prolétarien pour écrire, quoi. En revanche, disons, il est inspiré par sa pratique de voyageur. Inversement, Tigre de papier, hein, c'est ça, le livre auquel vous faites allusion d'Olivier Rollin. Inversement, pour une génération, pas pour la génération des 68 arts, comme on l'appelle, mais pour la génération des filles et des fils, ça pouvait être très inspirant et très évocateur, comme une génération qui hériterait d'une sorte de silence ou d'émission générationnelle, d'une sorte de silence autour d'un héritage politique dont le bilan n'aurait pas été vraiment accompli. Donc de fait, peut-être qu'il saisissait quand même quelque chose pour quiconque essayait de reconstruire une politique démocratique au moment où il écrivait son livre. Je pense qu'on va bientôt donner la parole au public et à la salle. Je voulais vous poser une dernière question pour boucler la boucle sur les relations philosophie et littérature chez vous. Quand Alain Badiou était ici, il nous a dit, pour moi, la littérature est une enquête en vérité, une procédure de vérité, c'est son expression. C'est une enquête sur la vérité, et même à la limite, la littérature est première pour toute enquête en vérité, et finalement la philosophie joue un peu les seconds couteaux. Au final, la philosophie serait presque là pour exhiber ou pour penser des vérités qui sont explorées et exhibées par la littérature. De ce point de vue-là, quel est votre sentiment ? Mon sentiment, je dirais toujours un peu de gêne de gêne par rapport à cette théorie des vérités, parce que d'un côté, malgré tout, on dit oui, les vérités, elles sont produites ailleurs, et la philosophie n'est là que pour les accueillir, les rendre compatibles, mais en même temps, la philosophie, malgré tout, a imposé son concept de la vérité. Donc, disons, ce sur quoi je serais d'accord avec lui, c'est le caractère expérimental et de la littérature. C'est-à-dire que la littérature passe son temps à penser. Elle passe son temps à penser justement pas en alignant des considérations générales sur l'ordre du monde, mais oui, elle pense en écrivant, elle pense en décrivant, elle pense en racontant, elle pense en changeant finalement constamment notre regard sur ce qu'elle nous raconte. C'est ça, je pense à un romancier comme ça qui a voulu à une époque être en même temps le théoricien de sa pratique. Je pense à Hermann Broch, etc.
pour qui le roman c'est une connaissance, quoi. Et, bon, ce qui fait que disons donc il étudie quelque chose comme une espèce de transformation comme ça sur 3 générations, ce qu'il appelle la dégradation des valeurs, quoi. Et on voit bien que au fond les moments où ça pense, c'est les moments malgré tout où il y a l'action qui se déroule et pas du tout les moments où il s'arrête pour expliquer avec référence à Nietzsche en tête ce que ça veut dire que la dégradation des valeurs et des choses comme ça. Je crois que et voilà, donc je pense que effectivement, en tout cas pour moi comme pour Alain Badiou, comme beaucoup de gens, la littérature elle pense dans ce qu'elle effectue. Simplement, je ne pense pas que la philosophie soit là comme par derrière pour dire mais voilà ce qu'elle effectue. Moi, je vais vous dire ce que la littérature effectue. D'une certaine façon, la philosophie, elle vient se brancher dessus, mais beaucoup plus comme une espèce de paraphrase que comme une espèce d'explicitation de ce que la littérature dirait sans le savoir. Parce que chez Alain Badiou, comme chez beaucoup, il y a l'idée, c'était l'idée d'Althusser finalement, que bah oui, les gens produisent des vérités mais sans le savoir. Donc il faut quand même que quelqu'un par derrière vienne dire ce que c'est que ces vérités, quoi. Et non, moi je pense que d'une certaine façon, la philosophie vient jamais dire ce que sont les vérités produites par les autres. Elle est au même régime que les autres, c'est-à-dire au régime de l'écriture. C'est une jolie façon de boucler la boucle. Vous vous souvenez de Christine Angot. Bonjour et merci Jacques Rancière pour votre intervention. On a beaucoup tourné autour, entre autres, de votre rapport à Badiou et de la question de Mallarmé, qui me semblait assez importante, puisque ça tient pour moi une place particulière, puisqu'au fond, dans votre discours à Badiou, je l'entends comme tel. Du côté de Badiou, on est du côté du grand fracas, des choses comme ça. Et il me semble que chez vous, tout le travail de votre œuvre depuis que je la lis, c'est-à-dire ça fait longtemps, vous êtes plutôt du côté de l'action restreinte. C'est-à-dire continuellement, comme ça, il y a des traces, il y a des choses. Et c'est pas par hasard non plus, parce qu'on en parlait, mais c'est des choses qu'on oublie aussi dans votre parcours. Par exemple, la réédition, très dernièrement, du livre de la leçon d'Althusser. Je pense que c'est pas par hasard et c'était une bonne chose que vous le republiiez. Il y a eu aussi la republication de la Parole ouvrière, et ça me paraît aussi important, parce qu'on parle souvent de la nuit des prolétaires, mais pas de ce livre-là, qui était aussi un livre collectif. Et puis il y a une autre chose qui a été extrêmement importante dans votre parcours, dont vous avez été un des membres, et donc un travail collectif, c'est la revue Les Révoltes logiques, dont justement on parle très très peu en général quand on parle de votre œuvre. Et je trouve que c'est un peu dommage que souvent on restreigne, pour le coup, dans votre action restreinte, un certain nombre de pans, alors que ça fait partie de l'entièreté de votre travail continuel. Voilà. Merci beaucoup. Alors, aucune restriction dans l'action restreinte dans votre réponse. L'action restreinte, de toute façon, on peut l'employer. De toute façon, le vocable action restreinte a servi à tout, finalement. Il a servi aux structuralistes, il a servi aussi à Badiou. Bon, action restreinte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'une certaine façon, simplement, j'ai pas fait de Mallarmé quelque chose comme une espèce de panthéon, des grands penseurs dialectiques, quoi. J'ai essayé de le remettre, en quelque sorte, précisément, dans une circulation de paroles plus vaste. On pourrait dire circulation démocratique pour rester dans le thème du jour. Bon, c'est vrai qu'il y a je suis pas un avant-gardiste, ça revient à dire ça, quoi. Merci. Alors, oui, il y a des questions. Bonjour. Bonjour. Ça fait bizarre. J'aurais une question concernant ce que vous appelez les écrivains démocrates, en ce sens que donc vous parlez de Flaubert, tout à l'heure vous avez parlé de Flaubert, Zola, tout ça. Alors je suis tout à fait d'accord en ce qui concerne le repartage du sensible, et en même temps il me semble que ça va avec un goût bourgeois, et que ça va avec une période où c'est essentiellement une prise de pouvoir de la bourgeoisie, suite à la Révolution. Est-ce qu'on peut encore parler d'écrivains démocrates dans la mesure où ça correspond plutôt à un goût bourgeois ? Je ne sais pas très bien ce qu'on peut appeler, goût bourgeois, parce que là encore, il y a, je dirais, disons, le signifiant bourgeois et le signifiant anti-bourgeois a des sens complètement différents, et on sait bien que tous ces écrivains-là se définissaient comme anti-bourgeois, précisément anti-bourgeois au niveau du goût, quoi. Donc voilà, non, je n'ai pas parlé tellement d'écrivains démocrates.
mais que d'une certaine démocratie de l'écriture. C'est-à-dire, au fond, une démocratie de l'écriture qui se traduit par beaucoup de choses, qui se traduit effectivement par le fait qu'il n'y a plus de hiérarchie des sujets, que n'importe qui peut éprouver n'importe quoi, qui se traduit aussi par cette espèce d'égalité des moments sensibles, qui va vraiment, en quelque sorte, disons, de devenir un petit peu comme l'écriture normale, finalement, de la littérature. On peut dire oui, je disais dans l'entretien de Flaubert jusqu'à Faulkner au moins. Bon, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le conflit des égalités. C'est pas de savoir si les gens sont vraiment démocrates. Bon, aucun de ceux que j'ai cités, disons, n'était démocrate dans son âme. Mais ce qui est important précisément, c'est la manière dont des écrivains sentent qu'il y a quelque chose dans l'air qu'ils appellent égalité, quoi. Et en même temps, dans ce quelque chose dans l'air, ils se l'approprient. Et ça devient, chez Flaubert, ça devient quoi? Ça devient l'égalité des phrases, quoi. Mais ça, c'est quelque chose qui va effectivement se développer. Bon, pensez à Virginia Woolf, si vous voulez. Virginia Woolf se rebellant contre la dictature du tyran qui est l'intrigue, quoi. Le moment où précisément les phrases comme ça se traduisent comme une espèce d'égalité, qui est l'égalité de tous les moments sensibles, éprouvés. Et en même temps, c'est quelque chose qui correspond aussi à quelque chose qui se passe dans la société. C'est ça qui m'intéresse. Et en même temps, bien sûr, c'est quelque chose de complètement différent de l'égalité politique. C'est une égalité, oui, sans drapeau, sans barricade, et éventuellement hostile à l'autre. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de dire. C'est-à-dire que précisément, il n'y a pas disons, la démocratie, puis les écrivains qui vont l'exprimer, mais il y a comme des démocraties qui s'opposent les unes aux autres, des égalités qui s'opposent les unes aux autres. Merci. Alors, une autre question. Madame, merci. Ah, on ne vous entend pas, pardon. Apparemment, le micro ne fonctionne pas, excusez-nous. Voilà, merci. Oui, j'aurais voulu un peu plus de précision. J'aurais aimé avoir un peu plus de précision sur ce point que vous avez abordé du renversement de thèmes qui étaient progressistes en réactionnaires. Disons que lorsque j'étais jeune, quoi, donc il y a très 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 longtemps, ça remonte aux années 60. On a vu se développer tous les grands thèmes, contre la société de consommation, par exemple. C'était l'époque des premiers livres. C'était l'époque des premiers livres de Baudrillard. Ça a été l'époque de Guy Debord, de la société du spectacle. Donc voilà, comme disons un moment où on peut dire que au fond la force, en quelque sorte, la force politique révolutionnaire était comme appuyée sur toute une espèce d'interprétation du monde qui était plus ou moins censée, destinée au fond à révéler aux gens la vérité, comme la vérité sur l'état de la société. C'était aussi la grande époque du brechtisme, du Barthes brechtien, au moment où finalement il y avait toute une espèce de cette littérature qui pensait que aider la révolution, c'était ouvrir les yeux des gens comme ça sur l'aliénation, sur la dissimulation, sur l'idéologie, sur la méconnaissance. Voilà, ils ont cette espèce d'énormes appareil conceptuel qui, pour moi, de toute façon, était déjà en lui-même problématique, parce que justement, il pensait que disons qu'au fond, il pensait toujours cette espèce de modèle que finalement, pour que les gens se mettent en mouvement, il faut leur expliquer ce qu'ils comprennent pas, ce qu'ils n'ont pas vu, etc. Alors j'ai toujours pensé que c'est pas le problème, que les gens voient très très bien ce qui va pas et que c'est pas ça le fond du problème, quoi. Mais donc voilà, ce qui s'est passé, donc il y avait au fond toute espèce de littérature un peu de la révélation, du dévoilement, de la démystification, qui au fond a accompagné un petit peu tous les mouvements des années 60, 70. Quoi. Et puis quand tout d'un coup, malgré tout, un petit peu cette espèce d'horizon de mouvements révolutionnaires, de tout ça a commencé à s'évanouir, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu cette espèce de rumination un peu morose, disant, oui, de toute façon, les gens sont complètement aliénés, il y a la société de consommation, il y a le spectacle, et qu'est-ce que c'est que ça finalement? Ça n'est que
au fond, la réalisation de la démocratie, parce qu'on s'est mis à dire à ce moment-là, mais qu'est-ce que c'est que la démocratie? La démocratie, c'est le règne des individus consommateurs. Donc, au fond, le système dans lequel on vit, c'est à cause d'individus consommateurs. C'est ça la démocratie. Donc, on a vu se développer finalement justement cette espèce de retournement où on peut dire ce qui était censé être les vices d'un système trompant les gens est devenu en quelque sorte les vices des gens eux-mêmes. On sait jusqu'où ça a été poussé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la moindre grève, on expliquait que c'était le désir effréné de la consommation qui poussait les gens à la grève. Bon, je parle pas de 2005, des émeutes des banlieues où effectivement, l'un des orateurs qui m'a précédé ici expliquait que c'était parce que les gens voulaient absolument tout ce qu'ils voyaient à la télé, et que par conséquent, c'était en tant que consommateur frénétique, petit bourgeois, qui cassait tout dans les banlieues, et ainsi de suite. Voilà, je crois que ça a été quelque chose de très très fort. On n'aurait jamais invité quelqu'un qui dit des choses comme ça ici. Passons. Je vois pas du tout de qui vous voulez parler. Passons à une autre question. Vous avez raison, c'est le moment. Bon. Pardon. Où êtes-vous? Vous m'entendez? Pardon. Bon. Ah voilà, oui, merci. On vous entend très bien. Bon. Donc, au départ, j'ai bien noté que Platon conseillait d'exclure le poète de la cité. Je suppose parce que le poète est un perturbateur, cause de désordre. Et j'ai reconnu chez vous, j'ai reconnu cette attitude intellectuelle qui fait que lorsque vous écrivez, c'est jamais avec un plan préconçu, mais que vous laissez venir les idées qui vont germer à partir du style, à partir de l'écriture. J'espère que je ne me trompe pas. Et donc ça, c'est une attitude intellectuelle qui est exactement celle du poète. Alors j'étais un petit peu... donc ce processus intellectuel, c'est une arme intellectuelle. Et j'étais un petit peu gênée lorsque vous avez parlé de Mallarmé et de ses écrits qui sont politiques, alors que moi, je trouve que ce qui est très révolutionnaire chez Mallarmé, c'est sa poésie, point, c'est tout. Parce qu'il forme les esprits, il lutte contre les stéréotypes comme la plupart des vrais poètes. Alors je voudrais vous poser la question suivante. Quelle différence faites-vous entre littérature et poésie ? Alors là, je dirais que c'est une trop vaste question, mais je pense que justement, il n'y a pas de limite, Bon, il y a un moment où ce que nous appelons nous littérature, c'est pensé en fait sous le registre de la poésie. Bon, c'est vrai à l'époque de Platon, c'est encore vrai au XVIIe, au XVIIIe siècle. Et puis il y a ce moment où le mot littérature s'impose et va en quelque sorte comme prendre finalement la pratique poétique d'une certaine façon sous son aile, quoi. Et prenons la question Mallarmé. Justement, moi, ce qui m'a intéressé, et là encore tout à l'heure on parlait de Badiou, c'est que Badiou dit mais la poésie, disons, il faut isoler la poésie du discours sur la poésie. Mais précisément, moi, ma thèse, c'est qu'il n'y a pas chez Mallarmé la poésie puis le discours sur la poésie. Il y a tout un corpus finalement. Il y a tout un corpus. On voit bien que les poèmes en prose, c'est des poèmes. Je veux dire, malgré tout, l'avènement du poème en prose, c'est quand même un des événements, peut-être essentiel dans la littérature, c'est-à-dire le moment où le poème en prose va bouffer, en quelque sorte, va commencer à grignoter à la fois et le poème en vers et aussi le roman et la littérature et le récit romanesque lui-même. Donc, il est clair pour moi que les poèmes en prose dont j'ai parlé, c'est pas des textes de Mallarmé à côté de sa poésie, ça fait partie de sa poésie. Et même si vous prenez les textes, ce qu'il écrit sur les spectacles et qui reprend après, qui transforme. Les chroniques théâtrales de Mallarmé, c'est pas des chroniques théâtrales destinées à être oubliées le lendemain ou à être publiées comme chroniques théâtrales 20 ans après. Non, ça fait partie du travail poétique de Mallarmé, comme toutes ces espèces de tentatives inabouties. Ça fait partie aussi du travail poétique de Mallarmé. Donc je pense que on peut pas dissocier les deux. Et c'est ça peut-être un petit peu cette espèce d'impossibilité de dissocier qui marque proprement l'âge de la littérature. Il n'y a pas un Mallarmé penseur qui serait à côté d'un Mallarmé poète, quoi. Merci. Alors, les hautes autorités me font les gros yeux, là, et brandissent vaguement un martinet télescopique. Donc, il nous reste vraiment 10 minutes pour 2 questions, en gros, ou 2, 3.
C'est bon. Je voudrais vous prévenir. Merci, parce qu'il y a beaucoup de questions apparemment encore. Vous avez aussi écrit Le maître ignorant. Et est-ce que vous avez envie de dire quelque chose après un certain échec des UFM aux futures écoles supérieures d'éducation et de pédagogie? Un petit mot, allez. Non, j'ai rien à dire dans la mesure où, je dirais le maître ignorant n'a jamais été un programme, ni pour les écoles normales, ni pour les UFM, ni pour aucun ministère. C'était plutôt un écart. Disons, bon, j'ai toujours essayé de dire à chaque fois que éventuellement, une organisation enseignante, syndicat ou autre me convoquait, mais attention, moi disons, la maître ignorant, c'est pas un programme, c'est pas une méthode pédagogique, c'est une série de questions qui éventuellement sur qu'est-ce qu'on fait quand on enseigne. Bon, c'est vrai qu'encore récemment, j'ai été interrogé sur la refondation de l'école, quoi. Bon, et j'ai dit si vous commencez par vouloir refonder l'école, vous êtes sûr que vous allez abrutir et pas émanciper, parce que précisément, disons, si on pense que globalement on va comme ça reprendre le système, etc. C'est précisément, on tombe toujours dans la même logique abrutissante. Voilà. Mais c'est évidemment un commentaire très très rapide, mais comme on me demande de dire un mot, je dis un mot rapide. Merci. Il y a je ne sais pas si ça sera la dernière question, mais j'imagine qu'en plus, avant de la formuler, j'ai l'impression que la réponse hypothétique risquerait d'être longue, donc je m'en excuse. Parce que je me rends compte en vous lisant attentivement depuis déjà des années que une des questions fondamentales que vous posez est la question de la démocratie. Mais il me semble que quand on parle de démocratie, on peut considérer qu'il y en a plusieurs. Alors, la question que j'aimerais vous poser, et qui, j'espère, est la plus laconique possible, donc la moins documentée de ma part, c'est que on pourrait penser qu'il y a des démocraties qui sont des démocraties consuméristes, qu'il y a des démocraties capitalistes. Malgré ce que vous venez de dire sur Baudrillard et Debord, que je comprends très bien. Hein. Mais quelle est donc la démocratie que vous souhaiteriez ? Je vous avoue, franchement, je comprends que ce n'était pas le bon moment de poser cette question. Merci beaucoup, monsieur, parce qu'on n'allait pas se quitter sans avoir la réponse à cette question. C'est quoi la démocratie que vous souhaitez, Jacques Rancière, finalement? Je ne... Vous nous embrouillez en permanence, là, si vous pouvez nous dire un peu les choses. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas conseiller, même s'il y a un journal qui a un jour prétendu que je conseillais une candidate à la présidente. Cette candidate, je ne l'ai jamais vue de ma vie et jamais conseillé. J'ai jamais donné aucun conseil à aucune personne voulant être présidente. Ouais, ils disent tous ça. Quant à la démocratie, non, je propose pas une démocratie. J'ai essayé de dire, effectivement, on peut mettre plusieurs sens là-dessus. J'ai essayé de dire si peut-être que, en son fond, la démocratie, c'était l'idée d'un pouvoir qui précisément n'est pas le pouvoir, disons, du peuple assemblé, du peuple souffrant, du peuple représenté, mais qui est le pouvoir de n'importe qui. Alors j'ai dit ça c'est quelque chose comme une espèce de définition minimale, disons, de la démocratie. Alors c'est pareil, c'est comme pour la question de l'émancipation intellectuelle. C'est qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi. Je dirais qu'on a eu quelques illustrations un petit peu récemment, si on pense justement au mouvement des indignés, des choses comme ça, où précisément les gens ont essayé de penser la démocratie comme ce pouvoir de n'importe qui, qui venait s'opposer au pouvoir effectivement qui était celui qu'ils conféraient à leurs représentants. Mais il y a un tas de manières, de penser ça. Mais je pense que c'est plus intéressant de renvoyer à ça que de renvoyer effectivement démocratie à pouvoir de la consommation, l'imaginaire contre le symbolique et des choses comme ça, quoi. Merci. Je ne sais pas du tout quelle heure il est à la montre de Guy Walter. Moi, il est 17h58, donc on a tout notre temps. Est-ce qu'il y a encore des questions, au moins une ou deux Oui, ça marche pas. Voilà. Merci. Oui, bonjour. Ça marche ? Oui, très bien. On vous entend. À propos de votre collectif La Politique des Poètes, en fait, je voulais vous poser une question au sujet de Mandelstam, qui est cher à mon cœur et à mon travail. En rappelant votre citation, Mandelstam amène le jeu de l'énonciation poétique au point où il ne peut plus rien accompagner, où il se fait la rumeur du sang et la brûlure sur les lèvres. Il a choisi de ne plus être poète entendu avant même d'être envoyé à la mort comme faiseur d'épigrammes, trop bien entendu par les artistes de la petite sonatine soviétique, etc. Et en fait, vous terminez l'article
en disant c'est parce qu'il a remué le terreau du temps pour disposer dans le poème les signifiants maîtres du jeu poético-politique, parce qu'il a pensé rigoureusement, dans les temps de la plus grande rigueur politique, la politique du poème que Mandelstam fait l'expérience de la perte du jeu lyrique. Et c'est là-dessus, j'arrête la citation, que je voulais vous demander ce jeu poético-politique, les signifiants maîtres du jeu poético-politique et le rapport que vous faites entre poésie et politique à travers peut-être les derniers mots de Mandelstam qui étaient simples promesses. Voilà. Oui, bon, simplement c'était pour peut-être pour rappeler. Bon, je voudrais rappeler que, disons, ces propos sur Mandelstam faisaient partie de quelque chose de plus large, qui était au fond sur le rapport lyrisme-révolution. Donc c'était bon, il y avait deux volets, quoi. Ça partait de ce volet qui était le volet wordsworthien, etc. Bon, il avait donc disons, parce que j'avais pas mal travaillé donc sur le prélude de Wordsworth, donc qui comprend notamment le voyage du poète à travers la Révolution. Donc voilà, j'étais parti en quelque sorte du fait que, bon, comme on sait par ailleurs, bon, enfin, on le sait pas, mais en tout cas, bon, je le rappelle, donc Wordsworth, donc poète anglais qui a traversé la Révolution française, qui publie en 1802 donc avec Coleridge ses Lyrical Ballads, donc ces ballades lyriques, donc quelque chose qui sont comme une espèce d'affirmation, on peut dire, du lyrisme moderne, affirmation en même temps que aussi justement du fait que la poésie peut s'emparer de n'importe quel sujet, quoi. Et bon, ce qui m'avait intéressé, c'est la façon dont ce jeu, en quelque sorte lyrique moderne, se produisait comme un accompagnement d'une parole révolutionnaire. Bon, ce qui m'intéressait, c'était ce rapport entre le jeu révolutionnaire et puis le nous, enfin le jeu lyrique et puis le nous de la parole révolutionnaire, quoi. Voilà. Alors bon, ce que je disais simplement, c'est que on voit comment Mandelstam peut-être justement travaille ce jeu jusqu'à le faire éclater. Bon, au moment où précisément les grands signifiants révolutionnaires deviennent ce qu'on sait qu'ils sont devenus dans la Russie soviétique des années 20 et 30. Donc voilà, moi, je dirais, c'est pas une déclaration globale sur la poésie, sur le destin du lyrisme, c'est plutôt essayer de constituer comme une espèce d'arc autour de deux poètes dans la tourmente révolutionnaire. Bon, voilà, et comment effectivement le jeu lyrique, évidemment, s'y trouve métamorphosé. Merci beaucoup. Une toute dernière question, bref, s'il vous plaît, comme ça Jacques Rancière pourra vous répondre, sinon on va être chassé de la scène avec une violence que vous n'imaginez pas. Oui, j'y vais. Donc, je suis là. Voilà, j'aurais aimé revenir rapidement sur cette question du maître ignorant de la démocratie qui a été évoquée plutôt en filigrane. Voilà, Jacques Rancière, vous vous êtes attaqué, on peut dire ça, je pense, à cette figure du maître, du savant, avec Platon, Marx, Bourdieu et d'autres. Or, ici, nous sommes tous réunis pour écouter Jacques Rancière dans une position magistrale et présenté comme un maître. Et non seulement ça, mais en plus, vous êtes seul, contrairement à d'autres conférences où il y avait 2, 3, 4 autres figures de la pensée. Et donc, ma question, en fait, très bête, c'est-à-dire quand vous êtes là, vous, et que vous rentrez chez vous le soir, comment est-ce que vous considérez votre position, en fait, de vous retrouver vous-même dans cette posture du maître savant ? Voilà. Merci beaucoup. Je suis pas dans la position du maître savant. Bon, malgré tout, ce qui est au cœur de ce qui est dénoncé dans le maître ignorant, c'est au fond l'identité, disons, entre une fonction de maître et puis, disons, un rôle, un statut de professeur. Bon, c'est vrai que, bien sûr, que lorsqu'on est convoqué par des journalistes, on est toujours convoqué comme un maître savant. Et très souvent, excusez-moi, mais disons vos collègues en tout cas, me demande d'intervenir pour cet exercice. Je ne crois pas vous avoir présenté comme un maître, ni même comme un savant. Cet exercice que disons que vos semblables ont appelé décryptage. Bon, chose abominable, mais disons, on sait que depuis quelques temps, disons, il a été admis, ça a été théorisé par un des anciens directeurs de votre journal, mais c'est pas contre vous que je dis ça, quoi, que la presse n'était pas là pour informer, mais pour décrypter l'information. Et effectivement, toujours,
très souvent, on me dit, mais on voudrait que vous parliez parce qu'on voudrait décrypter quelque chose. Je dis, je décrypte rien. Je décrypte rien, ça veut dire que, bon voilà, bon, moi j'ai fait une certaine traversée d'une certaine expérience, voilà, bon, avec la réalité. Est-ce que vous cryptez pour le coup? Avec deux textes, pardon. Est-ce que vous préférez crypter plutôt que décrypter? Non, ou... je parle, c'est tout, aussi, je parle, c'est tout. Donc moi, ce que j'ai toujours dit, c'est, voilà, je parle effectivement dans une position où je suis là, où en principe, c'est moi qui suis censé parler avec Jean Birnbaum, mais pas bon, effectivement, pas quelqu'un d'autre. J'aime pas les tables rondes, parce que les tables rondes, en fait, en général, on dit rien, quoi. Enfin, mais bon, ça, c'est un autre. Ce que les assises du roman viennent démentir massivement, jour après jour. Mais moi, je sais que dans les tables rondes, en général, je dis rien. Donc, mais, effectivement, je pense qu'une parole, pour faire sens, pour ceux qui la reçoivent, doit, disons, avoir une certaine étendue, c'est-à-dire doit avoir son propre développement. Donc après ça, bon, les gens en font ce qu'ils veulent, mais bon, moi, je suis pas votre maître, je suis pas votre professeur, je suis pas venu vous révéler, vous décrypter quelque chose. Bon, on m'a demandé de parler d'un travail que j'ai, voilà, que je mène depuis un certain temps, et puis voilà. Donc moi j'essaye d'en parler, et après ça, c'est chacun en fait ce qu'il veut. Ça, c'est toujours la circulation de l'écriture. Merci beaucoup, merci Jacques Rancière.